Les amis, bien le bonjour. Si vous regardez le cinéma américain des années 80-90, vous allez avoir du mal à trouver des séquences montrant des cascades avec des hélicoptères. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a eu un drame en 1982 avec un hélico et des acteurs, je vais vous raconter l'histoire, qui a fait que le cinéma est devenu très sensible à ce genre d'engin sur un plateau de tournage. 1982, on décide, les studios Warner décident de tourner un film basé sur une série à succès qui datait des années 50, qui avait déjà eu plusieurs saisons en ces temps-là, qui s'appelle La quatrième dimension. Alors pour cela, ils vont recruter deux réalisateurs, John Landis, et puis un autre réalisateur qui était peut-être pas aussi connu à l'époque, Steven Spielberg ou Spielberg. Ça dépend si vous le prononcez à l'américaine ou à l'allemande. Donc, Spielberg s'était distingué en ces temps-là par un film qui était devenu assez rapidement un succès mondial, c'est Les Dents de la Mer, où il y a une sorte de requin qui vient bouffer de temps en temps un touriste sur une plage et puis qui a créé une psychose que vous pouvez comprendre. Alors, chaque réalisateur avait une partie du film et puis chacun travaillait indépendamment donc sur sa partie. La partie de John Landis, il a voulu extrêmement moralisatrice. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un homme, un personnage qui était illustré à l'écran, incarné à l'écran par Vic Morrow. Et en fait, Vic Morrow était un acteur qui était connu surtout pour des sales rôles. Enfin, c'était une sale gueule du cinéma américain. Et puis, il avait joué déjà le méchant auparavant. Donc, c'était réellement la personne de choix pour ce rôle-là. Alors, ce personnage, voici ce qui va lui arriver. Il va être en train de discuter dans un bar avec un ami à lui, et puis au sujet d'une promotion qu'il a passée. Donc la promotion a été donnée à un juif. Et donc dans ce cadre-là, notre personnage va partir sur des tirades antisémites, et puis on va au fur et à mesure qu'on le découvre, voir que c'est une personne extrêmement haineuse, agressive, qui en a contre toute l'humanité. Et donc, pour le punir quelque part, pour montrer une sorte de justice divine dans laquelle il sera impliqué à son corps défendant, ce que le film va montrer, ça c'était le choix de John Landis, c'est qu'il va partir à travers les âges, n'est-ce pas? Il va se retrouver durant la Deuxième Guerre mondiale, il va se retrouver dans le Dakota, dans un endroit sudiste, avec des gens du KKK qui le poursuivent. Et en fait, il va le faire voyager à travers le temps, et chaque fois qu'il arrivera à un moment crucial, par exemple, il est poursuivi par des SS durant la Deuxième Guerre mondiale, il saute d'un bâtiment, et pendant qu'il saute dans le vide, soudainement il se réincarne par exemple, dans un endroit sudiste et il est poursuivi. Donc voilà, il y avait ce cheminement-là. Alors, un des passages obligés, bien entendu, c'était durant la guerre du Vietnam, où il va découvrir les horreurs de cette guerre, où il va quelque part s'humaniser. Le problème, c'est que quand John Landis donne ce script au studio Warner, bon, il y a des gens qui vont lire, ils vont lui dire, bon, le problème, c'est que ton personnage, s'appelait Bill dans le film, eh bien, ce Bill, il est tellement méchant, tu lui as laissé aucune qualité humaine, de sorte que, quelque part, le spectateur ne va pas s'y identifier et ne va pas s'intéresser vraiment à son sort. Donc il va falloir que tu changes un peu ton script pour que le spectateur trouve quand même intéressant le sort de ce gars. Sinon le spectateur s'en fout. C'est pareil, c'est une technique, même dans les livres et tout ça, il faut toujours donner des caractéristiques quand même qui font que le lecteur s'intéresse à ce personnage. Sinon, il s'en détache complètement. Alors, ce que va faire John Landis, c'est ceci. Il a imaginé que parmi les incarnations de Bill, eh ben, il va arriver durant la guerre du Vietnam. Il va donc tomber soudainement, comme un cheveu sur la soupe, littéralement, dans une bataille entre les habitants d'un village qui vivent dans des huttes, et puis des Américains qui arrivent, donc de l'armée, qui ont pour but de les tuer tous.
C'est même pas une véritable bataille telle qu'elle est montrée dans le film, c'est réellement un jeu de massacre, tout simplement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est en train de se faire à armes égales. Donc, voici l'idée. Ce Bill va, donc, dans le film, se saisir de 2 enfants, qui ont 6 et 7 ans, 2 enfants vietnamiens. Il va donc les prendre sous ses bras. Il va courir, donc on est dans la nuit, n'est-ce pas? Il va courir pour échapper, pour les sauver de ce massacre. Il traversera une sorte de marécage, une rizière, n'est-ce pas? Il traversera le marécage, il sera poursuivi à un moment donné par un hélicoptère qui aura un phare qui va pointer donc vers les fugitifs. Et puis, ils réussiront à semer l'hélicoptère. Ils arrivent sur la berge. Et à ce moment-là, le personnage Bill se met à genoux devant les enfants. Gros plan de caméra, attention, et voilà ce qu'on va voir. Il va leur dire, je vais vous protéger, rien ne vous arrivera, je vous le jure devant Dieu. Voilà, je cite. Et donc, derrière, en arrière-plan, ce qu'on va voir, c'est le village qui va exploser. D'accord, c'est le village qui va complètement exploser. Voilà l'idée, vous avez compris. Alors, énormément de gens étaient un petit peu dubitatifs du côté moraline de toute l'histoire, mais ils ont quand même, les studios Warner ont forcé un peu John Landis à humaniser son personnage, et dans ce cas-là, il lui a foutu 2 enfants en plus de 2 scènes, gros plan, pleurniche. Vous avez compris. Alors, le problème, c'est que bon, ils vont commencer le tournage. Ils vont commencer le tournage, on est en Californie, on est sur une sorte de terrain de motocross et tout, où il y a beaucoup de films qui ont été tournés, comme MacGyver et autres. Donc, ils arrivent là, ils prennent leur plan d'eau, ils construisent en arrière-plan, avec des cartons et du bambou et tout ça, le fameux village qui doit exploser. Ils placent des plateformes avec les caméras, et puis dans l'eau, ils vont placer donc des équipements pyrotechniques. Alors il s'agit d'équipements lourds. C'était pas des petits pétards qui envoient de la fumée. Ils ont installé des canons verticaux avec plusieurs kilos d'explosifs chacun. C'était très brutal. D'ailleurs, monsieur John Landis n'hésitait pas, pendant ces tournages, à faire tirer à armes réelles. De sorte que, par exemple, Steven Spielberg lui a claqué la porte du tournage et ne voulait pas travailler avec lui sur cette partie-là. Parce qu'il trouvait qu'il était complètement dingo, ce type. C'est-à-dire que il voulait du réalisme à tel point que, parce que vous savez, dans les films, il faut donner l'illusion, c'est ça le film. Le but du film, c'est pas qu'on va flinguer des acteurs pour de vrai, ou les mettre en danger pour de vrai. C'est créer une illusion, c'est tout ce qu'on vend dans le film. Lui, il était un petit peu jusqu'au boutiste, et donc il mettait réellement en danger les acteurs et les techniciens qui tournaient avec lui. Donc, ce que des gens ont suggéré pour cette histoire avec les enfants, ils ont suggéré 2 choses. Premièrement, ou bien, il utilise des mannequins. C'est-à-dire que, comme le plan est filmé, cette scène où il y a l'hélico qui poursuit Bill sur l'eau, cette scène est filmée en plan large. Donc, ce qu'ils ont suggéré, c'est que on prend 2 poupées en plastique, on les habille comme des mômes, on les donne à monsieur Vic Morrow qui va courir dans l'eau. Finalement, personne ne va se rendre compte. Le spectateur n'y verra que du feu, pour ainsi dire, sans jeu de mots. Et une fois que on arrive sur la berge, on part sur un plan rapproché, et là on ramène les enfants et on fait le fameux plan avec les enfants. Donc les enfants ne seront jamais exposés à la réalité de ce lac plein d'explosifs. On lui propose aussi une autre solution. On lui propose de faire 2 tournages. Un premier tournage avec les explosifs et tout ça, et un tournage sans. Et c'est seulement là qu'on implique les enfants. Mais il ne veut rien savoir. Pour lui, c'est un jusqu'au boutiste. Il veut du réalisme sur son plateau. Alors, il faut trouver les enfants maintenant. C'est pas facile parce que les conditions sont tellement atroces pour ce tournage-là que il n'est pas évident de trouver ces enfants. Et en plus, si on passe par les canaux, genre les agences de casting qui proposent des fois des enfants pour des pubs ou des tournages et tout, c'est des agences qui sont, celles qui impliquent des enfants, sont extrêmement encadrées par les services sociaux de l'État de Californie. Il y a un code du travail, c'est compliqué. Beaucoup de gens vont vouloir regarder le détail de ce qui se passe. Lui, il ne voulait pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va demander à une secrétaire qui travaille sur le tournage, qui va demander à son mari. Son mari était médecin généraliste. Il connaissait pas mal de gens parce que dans le quartier où il bossait, il y avait pas mal de migrants d'Asie. Donc, il va faire jouer ses contacts et il va trouver 2 enfants, 6 et 7 ans. Il y en a un qui vient du Vietnam et il y en a un qui vient de Chine. Bon, c'est vrai qu'un Chinois n'a rien à voir avec un Vietnamien, mais bon, pour lui, on est en Californie, de toute façon, qui fera la différence. D'accord ? Le plus important, c'est que le message moralisateur passe, et puis il faut lutter contre la discrimination et ces choses-là. Donc ça vaut la peine de froisser quelques lois au passage. Il va demander aux parents de ramener leurs enfants dans la nuit du 22 au 23 juillet 1982. L'argent, ils vont le recevoir en cash. Il n'y a ni contrat ni rien. Il va mettre $500 dans chaque enveloppe, les donner aux parents. Les parents de l'un des enfants parlent même pas en anglais d'ailleurs. Et puis, ils viennent sur le lieu du tournage. Les enfants dorment pendant que les choses sont réglées. Ça va se traîner très tard dans la nuit. Et quand ils vont commencer à enregistrer, il est 2h30 du matin. Ils réveillent les mômes. Ils les mettent donc dans ce village. Il y a monsieur Vic Marot qui est là. Donc, clac, on tourne, et puis c'est parti. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'acteur va prendre les 2 gamins, un sous chaque bras, et il va commencer à courir à travers le lac. Les enfants sont lourds, donc il en perd un, et il va le ramasser encore, et il continue à courir. Notre hélico arrive. L'hélico était piloté par un vétéran du Vietnam. Cet hélico, d'ailleurs, a une silhouette assez typique des films qui parlent du Vietnam, parce que il a été utilisé de manière assez extensive dans ce conflit-là. C'est un bel UH-1 Iroquois. Et en fait, il va survoler donc ce lac à la recherche des fugitifs qu'il va pointer avec son phare. D'accord ? Donc, on a aussi 2 gars qui s'occupent des effets spéciaux. Alors eux, ils ont des sortes de boîtiers avec des pôles en métal et puis un clou au bout d'un fil électrique. Et en fait, chaque fois qu'ils touchent un de ces pôles-là, ils vont fermer un circuit et causer une explosion au niveau du lac. Donc, les explosions se succèdent, elles sont de plus en plus violentes. À un moment donné, notre pilote d'hélico va passer au-dessus d'un canon, première explosion, et que se passe-t-il ? Il y a de la boue qui est projetée, contre même le vent relatif du rotor, la boue est projetée, et puis complètement, la verrière de l'hélico se couvre complètement de boue. Donc là, soudainement, il ne voit plus rien. Pensez aussi qu'il est tard, c'est la nuit, donc dans la nuit, et en plus de la boue sur la verrière. Donc il voit pas grand-chose, et il est en train de voler à 4-5 mètres de l'eau seulement. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le pilote ? Il a dit plus tard que même durant la guerre du Vietnam, n'a pas vu de scène aussi violente que lors de ce tournage-là. Ça vous donne une idée un petit peu de la puissance de feu qui était en place. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort sa tête par le hublot pour voir un petit peu où il est en train de mettre les pieds, entre guillemets. Donc il sort la tête et il commence à regarder dehors pour essayer de manœuvrer son hélico. Notre acteur, toujours en train de courir dans l'eau. À ce moment-là, que va-t-il se passer ? À ce moment-là, l'un des techniciens, parce que c'était pas de la magie, ce qu'il est en train de faire. C'était pas quelque chose de minuté, calculé. On n'est pas dans les cascades de Rémi Julienne. On est dans de l'amateurisme crasse. Ça signifie, on balance tout en même temps, on fait n'importe quoi, sans aucune synchronicité, si vous voulez. Donc, notre hélico arrive. Donc le rotor anticouple, la partie tout arrière de l'hélico, cette petite hélice qui tournoie tout à l'arrière de l'hélico. Donc, elle passe au-dessus d'un canon vertical, et c'est à ce moment-là que ce canon il fait feu. Alors, l'hélico, il faut savoir une chose. L'hélico, pendant qu'il vole en stationnaire ou à une vitesse extrêmement lente, comme c'était ce qu'il faisait cette nuit-là, c'est là où l'effort sur ce rotor anticouple est le plus élevé. Pourquoi ? Quand l'hélico avance, si vous regardez, il a une petite dérive verticale. Alors, si l'hélico est en train d'avancer, mettons à 80 nœuds ou 100 nœuds, pendant qu'il est en train d'avancer, il y a du vent relatif
qui arrive sur cette petite dérive et il va donner un support aérodynamique. Donc, il y a besoin de moins de rotor anticouple. Parce que le rotor anticouple, il fait quoi? Parce qu'en réalité, vous avez un hélico, il a un moteur qui entraîne un grand rotor. Ce grand rotor ne se laisse pas entraîner facilement, hein. Il faut beaucoup de couple pour le faire tourner. Donc, il a tendance à faire quoi, l'hélico? Il a tendance à tournoyer sur lui-même, dans le sens inverse du rotor. Donc, pour empêcher ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on fait? On place une petite dérive et un rotor anticouple. Quand l'hélico avance à bonne vitesse, la dérive commence à avoir un appui aérodynamique et justement elle empêche l'hélico de tournoyer sur lui-même. Mais quand l'hélico est à l'arrêt, hein, il fait du vol stationnaire, tout l'effort est sur ce rotor anticouple. C'est lui qui empêche l'hélico de tourner. Il n'y a pas d'aide aérodynamique de la part de la gouverne ou de la dérive verticale. Alors, à ce moment-là, je disais, l'un des techniciens responsables du pyrotechnique appuie, un petit peu au hasard, sur son tableau, il ferme un circuit et il y a une formidable explosion. Là, que se passe-t-il? Un canon vertical va faire feu et frapper où? Cette énergie formidable va frapper au niveau, je vous le donne en 1000, du rotor anticouple. Ce rotor s'arrache tout de suite. Ce rotor, sur l'instant, il est complètement écrabouillé. Notre pilote, cette fois-ci, n'a plus de contrôle. Cette fois-ci, les palonniers vont complètement à fond et l'hélico commence à tournoyer sur lui-même. Il n'y a plus moyen de le contrôler. L'hélico fait 2 ou 3 tours. On est au ras du sol, on est au ras de l'eau. Il n'y a pas vraiment de marge dans ce cas-là. Il s'incline et les pales du rotor frappent l'eau. D'accord? Elle frappe l'eau, donc elle passe à travers l'eau et elle passe aussi au passage à travers les 3 acteurs. Donc, elle passe brutalement à travers les 3 acteurs et puis l'hélico tombe dans l'eau et voilà. Et le silence retombe. Là, tout le monde reste interdit, personne ne bouge, les gens ne comprennent pas. Certains qui sont pas familiers avec le tournage, y compris les parents, pensent que c'est un effet spécial, c'est prévu, c'est quelque chose qui devait arriver. On est dans le cinéma après tout. Et là, soudainement, il y a l'une des mamans qui commence à hurler. Et puis là, on a John Landis qui prend son mégaphone, les mégaphones des réalisateurs. Il le prend et puis il lance à tout le monde. C'est bon, on boucle pour ce soir. Tout le monde rentre chez soi. Rentrez chez vous s'il vous plaît immédiatement. Laissez votre équipement où il est et rentrez chez vous tout de suite. Les gens se dispersent et puis les pompiers arrivent. Ils voient que pour l'acteur Vic Morrow et pour les 2 extras, c'est point final quoi. Ils sont morts. Il n'y a plus rien à faire. L'histoire va, comme vous avez bien compris, vous avez bien anticipé, l'histoire va traîner en justice pendant des années. De plainte en plainte. Les avocats de John Landis ont eu jusqu'à l'audace de dire que l'enfant de 6 ans, qu'ils appellent dans leur dossier le décédé, que le décédé avait largement connaissance des risques et il les avait intégrés dans sa décision de participer à ce tournage. En tout cas, c'était une sale histoire ce jour-là. Le pilote n'a pas été blessé, le pilote a été juste secoué parce que l'hélico est tombé pas d'une grande hauteur, donc il n'y avait pas une énergie suffisante pour constituer un danger mortel, donc il a été juste secoué, il a été extrait de la carcasse, il y a eu 3 morts ce jour-là. Je disais que l'histoire juridique, ça a traîné, on a porté plainte contre John Landis, contre Spielberg et tout ça. Il n'y a pas eu de prison, personne n'a fait de la prison, il y a eu des dédommagements financiers, qu'on pouvait l'imaginer, et puis l'histoire s'est tassée. Le film est sorti l'année d'après. Il a fait 42 millions de dollars sur un investissement initial de 10 millions. Donc, il a été extrêmement, il a rapporté donc pas mal d'argent. Il a engrangé des bénéfices. Dans le film lui-même, il n'y a aucune mention, il y a rien du tout par rapport à cette triste histoire. Et John Landis, plus tard, on va le retrouver à réaliser un clip pour un chanteur qui était très célèbre en ces temps-là, Michael Jackson, et c'est Thriller.
trailer a été réalisé, vous savez, quand on voit ces morts sortir des tombes et danser et tout ça, cette danse macabre, hein, on n'est pas dans du sincère, enfin, vous avez compris, c'est une sorte de danse macabre, voilà. Donc, c'est pour cette raison que, plus tard, le cinéma hollywoodien a été extrêmement refroidi, comme on peut l'imaginer, par rapport aux histoires de cascades impliquant des hélicoptères, et en particulier des hélicoptères et des mineurs. Voilà mes amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Hein, je voulais faire un truc pas trop technique, hein, d'accord, parce que avec l'Air France 447, l'histoire du copilote, j'ai souhaité, et c'était vraiment un vœu sincère de faire le moins technique possible, mais on m'a dit qu'elle était technique, donc j'essaye d'un petit peu d'adoucir le ton du canal. De temps en temps on en fait une technique et de temps en temps une un petit peu plus légère. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans une autre. À très bientôt.